1954 voit l'avènement d'une nouvelle conception qui ne dissocie plus la suspension de l'amortisseur. Étudiée dans le plus grand secret, elle intrigue. C'est l'hydropneumatique. Et ici, il faut entrer dans la technique pure et chercher un point de comparaison. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits cahots n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Ceci pour la théorie. Mais en cette matière, comme en d'autres, on a bien le droit de préférer la poésie à l'analyse. Et il faut avouer que les termes techniques ne rendent pas compte entièrement du phénomène. Des hommes ont conçu une machine qui peut s'exprimer en plan, en équation, mais lorsqu'ils ont vissé le dernier boulon, le dispositif sorti de leurs mains commence une mystérieuse vie autonome. Il choisit son équilibre comme l'avion prend sa ligne de vol. Ce qui n'était qu'un assemblage se met à exister, à agir et à réagir selon une logique indépendante. L'objet inanimé résout de sa propre initiative les problèmes qui se posent à lui. Rien n'est arbitraire, en fin de compte, dans l'évolution technique. L'autre après-guerre réclamait du mouvement. Notre époque, au contraire, qui aspire à la détente, veut oublier qu'elle va toujours plus vite et plus loin. On disait jadis être maître de sa machine. C'est une phrase qui bientôt n'aura plus cours. Désormais, il y a deux individualités dont l'une est au service de l'autre. L'hydropneumatique n'attend plus un ordre précis pour l'exécuter passivement. Il est le seul juge de sa conduite en face de chaque incident. Les passagers ont interposé entre eux et la route l'équivalent des esclaves des anciens comtes. Cette
cette voiture qui se hisse au-dessus des dangers du chemin et dont le cœur mécanique règle imperturbablement les conflits avec les creux et les bosses marque le dernier stade d'une évolution. De moins en moins, l'homme se déplacera. Il sera déplacé par des machines qu'il aura créées, mais qui, une fois nés, se passeront de lui. On n'arrête pas le progrès, disaient nos grands-pères. Le jour viendra sans doute où les automobiles se suffiront parfaitement à elles-mêmes. Ce jour-là, la boucle sera bouclée.